Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, vous représentez le Val-de-Marne. Vous êtes aussi vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée, membre de la majorité, de cette majorité qui, en plein ras-le-bol fiscal, vient de voter une nouvelle taxe. Je pense à la TVA sur le loto du patrimoine. C'est une taxe qui avait été supprimée par le Sénat. Et hop, encore une fois, en plein ras-le-bol fiscal, vous rétablissez cette taxe. Ça n'est pas un peu étrange? Si vous me le permettez, c'est un peu un mauvais procès que vous me faites, puisque le loto du patrimoine est taxé de façon tout à fait normale, comme n'importe quelle loterie nationale. La Française des Jeux organise le loto du patrimoine et il y a la taxation sur les jeux de façon classique. Mais elle avait été supprimée le Sénat à la demande de Stéphane Bern par le Sénat et, encore une fois, ben voilà, vous la rétablissez. Oui, mais je vous rappelle aussi qu'il y avait eu des mesures proposées par le ministre de la Culture, Franck Riester, en accord avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics pour doter mieux, justement, le patrimoine. Et donc, il y avait eu un accord, un consensus collectif avec Stéphane Bern à cette époque-là. Bah, il n'a pas l'air très content, Stéphane Bern. Hein. Non, il y a eu effectivement une petite passe d'armes entre le rapport général du budget et Stéphane Bern. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas faire de démagogie là-dedans. Le loto du patrimoine, ça fonctionne, ça a été un succès, ça a été plébiscité. Ce qui compte, c'est est-ce que oui, on met assez de moyens et assez d'argent dans la restauration de notre patrimoine. Ça, on peut en discuter. La taxation du jeu, c'est un peu un faux procès. Oui, sauf que vous me répondez sur le principe, sur le loto du patrimoine, je comprends vos arguments. Moi, je vous pose la question sur les taxes. Est-ce que, encore une fois, voter une nouvelle taxe, je ne sais pas combien il y en a eu, au moins 10, peut-être 15 cette année, des nouvelles taxes que vous avez inventées, créées, augmentées. Est-ce que ce n'est pas suffisant, non? Et combien on en a supprimé? Excusez-moi de vous répondre par une question. Nous en avons supprimé 25 mais lors de qui ce projet de loi de finances. Des bricoles, plusieurs centaines de millions, tout de même. Et je suis moi-même à l'initiative de la suppression de 4 petites taxes. Vous savez, c'est compliqué de supprimer des petites taxes parce que derrière, il y a souvent des filières qui en bénéficient. Ce sont souvent des taxes affectées qui ont d'ailleurs souvent un faible rendement et c'est pour ça qu'on essaie de les supprimer. Parfois, elles coûtent même plus cher qu'elles ne rapportent. Mais absolument, le taux de collecte et de recouvrement est souvent supérieur à ce qu'elles rapportent. Vous avez raison dans ces petites taxes. Vous savez, vous prêchez un convaincu, je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut aller plus loin dans la baisse de la pression fiscale pour les entreprises, pour les ménages. Mais pour ça, vous le savez, il y a un pendant nécessaire, c'est la baisse de la dépense publique. C'est la baisse de la dépense publique. On va s'y attaquer à partir de l'année prochaine de façon drastique. À partir de l'année prochaine, vous avez dit que d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire sur 3 exercices, l'objectif pouvait être de baisser de 80 à 100 milliards d'euros. La dépense publique vient d'augmenter de 10 milliards. Ce n'est pas la tendance? Je crois qu'il est réellement possible d'être extrêmement ambitieux dans la baisse de dépenses publiques sur les 3 ans qui restent. En revanche, il faut changer la structure de coût des administrations et des ministères. C'est-à-dire qu'à structure constante, nous ne parviendrons pas à avoir 80 à 100 milliards d'euros, autant se le dire. Ce qu'il faut, c'est repenser l'usage des services publics, ce qu'avait commencé à faire d'ailleurs le Comité Action Publique 2022, et face à ces nouveaux usages, repenser les administrations avec leurs managers, avec leurs agents publics, parce que rien ne se fera sans eux. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut se donner dans les prochains mois une vraie feuille de route collective autour du Premier ministre, ce qu'il avait lancé en octobre dernier à travers le comité interministériel de la transformation publique. Les ambitions étaient assez fortes, elles sont mal connues. Moi, je veux bien être là aussi pour le faire savoir, puisque chaque ministre a une feuille de route pour, à l'intérieur de ses administrations, proposer des vraies mesures de baisse de dépenses publiques en changeant, et c'est là où c'est important, en changeant la façon d'apporter du service. C'est-à-dire pas en rabotant, mais en changeant la manière de travailler. Bon, écoutez, on vous donne carte blanche pour le faire, c'est un très bon logique. En attendant, le déficit en 2019, celui que vous votez là dans la loi de finances, dépasse les 100 milliards d'euros. Oui. 100 milliards. À situation exceptionnelle, il faut comprendre effectivement que les équilibres budgétaires sont un petit peu modifiés. Nous allons avoir un déficit public un peu plus important que ce qui était prévu et nous dépasserons effectivement de peu... Je ne m'attache pas au fétichisme du 3%. Les 3%. Mais et la dépense... 100 milliards, c'est quand même un chiffre. On a passé 1000 milliards de prélèvements obligatoires d'impôts et de taxes l'année dernière et cette année 100 milliards de déficit. Qu'est-ce qui coince? Notre trajectoire était simple. C'était 3 points de PIB de baisse de dépenses publiques, 1 point de PIB de baisse de prélèvements obligatoires, 5 points de PIB de dette en moins à la fin du quinquennat. Nous étions sur cette trajectoire-là. C'est vrai qu'elle est un petit peu modifiée parce que, je vous rappelle que là, nous accordons plus de 12 milliards au total de mesures sociales à nos compatriotes. Et je crois qu'il y a un moment où il faut aussi écouter ce qui se passe dans la rue. Et le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas juste dire « Allez, ces 10 milliards, on n'en parle plus ». Non, s'il y a une incompréhension entre ce que fait le pouvoir politique et le peuple français, alors effectivement, il faut parfois se poser un petit peu, regarder, répondre aux problèmes et repenser notre trajectoire. Se poser un petit peu, regarder, répondre aux problèmes. Est-ce que l'Élysée et Matignon regardent et répondent aux problèmes de la même manière? Il y a une série de couacs
qui se sont produits ces jours-ci, qui révèlent que les deux têtes de l'exécutif ne marchent peut-être pas du même pas? Oh, je crois qu'ils marchent en tout cas totalement dans la même direction. Oui, pas du même pas. Et c'est bien ça le plus important. Le président de la République, lui, il a son programme, il a son cap, il n'en déviera pas. Il ne faut pas qu'il en dévie d'ailleurs parce qu'il a été élu pour cela. Hein, je vais faire un procès en légitimité, si vous me le permettez. Je commence à être un petit peu fatigué aussi qu'on remette en permanence en question le fait que le président de la République applique son programme pour lequel il a été élu. Il a fini premier au premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. C'est-à-dire que majoritairement, c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie, les Français voulaient que ce programme soit appliqué. Bon. Donc il le fait. Mais le Premier ministre ne marche pas forcément du même pas. Le Premier ministre, la suppression d'un certain nombre de mesures qui avaient été prises en novembre, un couac sur l'immigration par exemple qui doit ou pas faire partie du grand débat national. Je pourrais les multiplier, il y en a 4 ou 5, y compris la présence de Chantal Jouanneau qui doit diriger ce grand débat national, qui est mise en question puisqu'elle n'est pas invitée à l'Élysée pour le lancement de ce grand débat national. Mais je crois que chacun des sujets que vous évoquez est à prendre individuellement. On ne peut pas parler de couac. Il y a un Premier ministre avec son gouvernement qui met en musique la politique voulue par le président de la République. C'est ni plus ni moins. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre République. Maintenant, si vous voulez parler par exemple de l'annulation, effectivement... Là, spectaculaire quand même. Mais là, c'est pas avec le président de la République, c'est plutôt avec la majorité parlementaire, effectivement, qu'il y a eu un échange, un dialogue, en disant on ne peut pas revenir sur des annonces qui avaient été promises aux Français, même si celles-ci paraissent un petit peu caduques maintenant qu'il y a eu des avancées nouvelles, tant pis, nous allons jusqu'au bout et nous faisons l'ensemble des mesures qui avaient été annoncées par le Premier ministre. Il y a un problème, Édouard Philippe? Il n'y a aucun problème avec Édouard Philippe, mais c'est normal qu'il y ait un problème avec. Est-ce qu'il y a un problème Édouard Philippe? Il n'y a aucun problème Édouard Philippe, pour reprendre votre terminologie. Il y a un dialogue entre le président de la République, Premier ministre et son gouvernement et la majorité parlementaire. Peut-être qu'effectivement, vous n'étiez pas habitué ces 18 derniers mois à un dialogue direct entre la majorité et le gouvernement. Ça fonctionnait de façon plus huilée et les résultats étaient plutôt meilleurs. Et il est normal qu'au cas le cas, il puisse y avoir de la discussion. Ça fait partie de la vie démocratique. Et le climat au sein de la République En Marche, on voit que ça tiraille un peu. Vous avez un président de groupe qui fait des déclarations invraisemblables. Nous avons été trop intelligents, trop subtils, trop techniques dans les mesures. Il s'est excusé après, mais ça révèle un climat. Est-ce qu'il y a un problème là aussi? D'abord, je crois qu'il ne faut pas résumer le climat d'un groupe parlementaire à un mot maladroit de son président. Au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée, tout le monde est au travail. Et je peux vous dire que tout le monde est vraiment sur les rotules en cette fin d'année. C'est normal parce que la situation est exceptionnelle. Nous passons des textes en urgence de façon massive et intense, un peu trop d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas tout à fait raisonnable d'avoir ce rythme, mais à situation exceptionnelle, nous le faisons. En revanche, là où il est intéressant d'analyser l'état de La République En Marche, c'est aussi sur son mouvement politique. Nous avons un nouveau délégué général, Stanislas Guerini, avec beaucoup d'ambition là-dessus. Il va falloir aller retrouver dans les territoires justement ce qui faisait la force, c'est-à-dire la transversalité. Ce qui vous a manqué pendant la crise? Et ce qui nous a manqué indéniablement, mais même ces derniers mois. Depuis l'élection, nous n'avions pas réussi à transformer cet essai dans les territoires, auprès des élus locaux, avec l'ensemble des comités qui s'étaient constitués pendant la campagne pour aller remonter les idées, pour aller faire effectivement cette vie associative et démocratique locale. Nous ne l'avons pas assez fait. Je crois qu'avec Stanislas Guerini, nous avons l'occasion un petit peu de changer de braquet aussi au niveau du mouvement. Et c'est là-dessus que se prendra beaucoup plus la température de La République En Marche. Il faut tout reprendre à zéro? Non, il ne faut pas tout reprendre à zéro, mais parfois il faut accepter de dire que là-dessus, on a été un peu trop timide ces 18 derniers mois. Et l'exemple que je viens de vous donner en est un bon. L'Assemblée finit ses travaux ce soir ou demain. Un vœu pour 2019? Alors, d'abord, j'ai un vœu pour demain soir, si vous me le permettez, c'est que le Sénat vote conforme les mesures d'urgence, parce que je veux que ce soit... Il y a 100% de chance que ça se passe, donc 2019. Oui, enfin, en politique, il n'y a jamais 100% de chance. Donc je le souhaite. En 2019, je veux une seule chose, prioritairement, c'est que le pays soit apaisé. Je veux qu'il y ait cette réconciliation nationale entre tous les Français, que nous puissions de nouveau croire dans nos institutions, dans la démocratie française, que ça ne souffre d'aucune difficulté et d'aucun débat. Ensuite, je veux que nous retrouvions tous dans les mairies, dans les départements, dans les territoires, pour avoir ce grand débat national qui va nous permettre, sur les 4 grandes thématiques que vous avez vues, d'avoir les remontées des Français et que nous puissions prendre des solutions concrètes. Et faire ce qu'on attend d'un politique, c'est-à-dire diriger le pays. Merci Exactement. beaucoup. Merci à vous.